Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 14. Harry avait échoué. On ne peut jouer au jeu qu'une seule fois dans sa vie, et Harry avait échoué. Il avait espéré se montrer à la hauteur en explosant le record. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'il était parvenu à faire. Personne, jamais, ne parviendrait à le déloger du bas du classement en faisant moins que moins l'infini. Entrez, dit la voix étouffée du professeur McGonagall. Harry s'exécuta. Le bureau de la directrice adjointe était propre et bien organisé. Sur le mur immédiatement adjacent au bureau de McGonagall se trouvait un labyrinthe de cagibi en bois de toutes formes et de toutes tailles, avec des rouleaux de parchemin fourrés dans la plupart. Et Harry n'aurait pas su expliquer pourquoi, mais il lui semblait évident que McGonagall savait exactement à quoi correspondait chaque cagibi, même si personne d'autre ne le savait. Elle avait déroulé un unique parchemin sur son bureau, par ailleurs complètement nu et d'une propreté irréprochable. Il remarqua intrigué que la porte située derrière le bureau était fermée par de multiples serrures. McGonagall se tenait assise sur un tabouret, l'air perplexe. Lorsqu'elle vit Harry, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, avec peut-être une légère note d'appréhension. « Monsieur Potter, dit le professeur McGonagall, de quoi s'agit-il » Le cerveau de Harry était vide. Le jeu l'avait chargé de venir ici, et il s'était attendu à ce que elle ait quelque chose en tête. « Monsieur Potter, dit le professeur McGonagall, et elle commençait à avoir l'air légèrement agacée. Le cerveau paniqué de Harry se rappela alors, heureusement, qu'il y avait quelque chose d'important dont il contenait s'entretenir avec le professeur McGonagall. Quelque chose d'important et qui ne lui ferait pas perdre son temps. Dit Harry, s'il existe des sorts qui permettraient de s'assurer que personne ne nous écoute. Le professeur McGonagall se leva de sa chaise, ferma solidement la porte menant vers l'extérieur et commença à sortir sa baguette et à prononcer des sorts. C'est à ce moment que Harry se rendit compte qu'il faisait face à une opportunité inestimable d'offrir une hilarité au professeur McGonagall, et il ne pouvait pas croire qu'il y pensait sérieusement. Et tout irait bien, le soda disparaîtrait après quelques secondes, et il dit à cette partie-là de lui-même de la boucler. Ce qu'elle fit. Et Harry commença à organiser mentalement ce qu'il allait dire. Il n'avait pas prévu d'avoir cette discussion si tôt, mais puisqu'il en était là, le professeur McGonagall acheva un sort dans une langue qui semblait beaucoup plus vieille que le latin, puis elle s'assit à nouveau. « Très bien, dit-elle à voix basse. Personne ne nous écoute. » Son visage était plutôt tendu. « Oh, c'est vrai, elle s'attend à ce que je la fasse chanter avec la prophétie pour obtenir des informations. » Ah, Harry s'en occupera un autre jour. « C'est à propos de l'incident avec le chapeau magique, dit Harry. Le professeur McGonagall cligna des yeux. Je pense qu'un sort a été ajouté au chapeau, et que le chapeau n'en a pas conscience. C'est quelque chose qui se déclenche quand le chapeau magique dit Serpentard. J'ai entendu un message, et je suis presque certain que les Serdaigle ne sont pas censés l'entendre. Ça a eu lieu au moment où le chapeau avait quitté ma tête, et où j'ai senti la connexion se couper. Ça ressemblait à la fois à de l'anglais et à un sifflement. McGonagall prit une brusque inspiration. Ça disait « Salutations de Serpentard à Serpentard, si tu souhaites percer mes secrets, parle à mon serpent. » Le professeur McGonagall resta là assise, bouche bée, regardant Harry comme si il venait de lui pousser 2 têtes supplémentaires. « Et donc ?» dit lentement le professeur McGonagall, comme si elle ne pouvait pas croire aux mots qui s'échappaient de ses propres lèvres. « Vous avez décidé de venir immédiatement m'en parler. » Ben oui, bien sûr, dit Harry. Il n'y avait pas besoin d'admettre tout le temps qu'il lui avait fallu pour avoir cette idée. Plutôt que, disons, de faire des recherches moi-même à ce sujet ou de le dire à d'autres enfants. Je vois, dit le professeur McGonagall. Et si, disons, vous découvriez l'entrée de la légendaire Chambre des secrets de Salazar Serpentard et une entrée que vous et vous seul pourriez ouvrir? Je fermerai l'entrée et je vous en informerai afin que vous puissiez mettre sur pied une équipe d'archéologues, magiciens, archéomages, oui, d'archéomages expérimentés, dit immédiatement Harry. Puis je l'ouvrirai à nouveau pour qu'il puisse entrer en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait rien de dangereux.
Peut-être que je m'y rendrai plus tard pour jeter un œil, ou s'ils avaient besoin de moi pour ouvrir autre chose, mais seulement après qu'ils aient déclaré la zone sûre et que des photographes aient pris... enfin, qu'il y ait des photographies montrant à quoi tout ressemblait avant que les gens ne commencent à les piétiner, un lieu historique aussi inestimable. Le professeur McGonagall resta à nouveau assise bouche bée, regardant Harry comme s'il venait de se transformer en chat. C'est évident quand on n'est pas Gryffondor, dit Harry avec gentillesse. Je pense, dit le professeur McGonagall d'une voix presque étouffée, que vous sous-estimez grandement la rareté du sens commun, monsieur Potter. Ça avait l'air plausible, même si... Un Poufsouffle aurait fait la même chose. McGonagall marqua une pause. Oui, oui, en effet. Le chapeau magique m'a proposé Poufsouffle. Elle cligna des yeux, comme si elle ne pouvait en croire ses propres oreilles. Il a vraiment fait cela. Oui. Monsieur Potter, dit McGonagall, et sa voix était maintenant très basse. 50 ans se sont écoulés depuis la dernière fois où un élève a trouvé la mort dans l'enceinte de Poudlard. Et je suis à présent convaincu qu'il y a également 50 ans que personne n'avait plus entendu ce message à Poudlard. Un frisson parcourut Harry. Alors, je ferai très attention de ne prendre aucune initiative d'aucune sorte concernant cette affaire sans d'abord vous consulter, professeur. Il marqua une pause. Et puis-je suggérer de rassembler des personnes les plus compétentes que vous puissiez trouver pour voir s'il est possible d'enlever ce sortilège supplémentaire du chapeau magique? Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors peut-être ajouter encore un autre sort, un sourdiname par exemple, qui s'activerait brièvement juste quand le chapeau a été ôté de la tête d'un étudiant. Ça pourrait constituer une bonne alternative, et voilà, plus d'étudiants morts. Harry hocha la tête de satisfaction. Le professeur McGonagall avait l'air encore plus stupéfaite si une telle chose était possible. Je ne vois pas comment je pourrais récompenser cette idée à sa juste valeur sans vous décerner d'emblée la coupe des 4 maisons. Dit Harry. Non, je préférerais ne pas gagner autant de points que ça. Le professeur McGonagall le regardait étrangement. Pourquoi pas? Harry avait quelque difficulté à trouver les bons mots. Eh bien, ce serait juste trop triste, vous ne trouvez pas? Comme quand j'essayais encore d'aller à l'école moldue, et chaque fois qu'il y avait un projet de groupe, je faisais tout moi-même, parce que les autres n'auraient fait que de me ralentir. Oh, je suis heureux de gagner beaucoup de points, et même plus que n'importe qui d'autre, mais si je gagne assez de points pour que ce soit décisif dans la coupe des 4 maisons, alors c'est comme si je portais Serdaigle tout entier sur mon dos. Ce serait trop triste. Je vois, dit le professeur McGonagall d'un ton hésitant. Il était visible que cette façon de penser ne lui était pas du tout familière. Mettons alors que je vous décerne seulement 50 points. Harry secoua la tête. Ce ne serait pas juste pour les autres enfants si je gagne beaucoup de points en faisant quelque chose, enfin une chose d'adulte, auquel je peux participer et eux pas. Comment Terry Boot pourrait-il gagner 50 points pour avoir fait mention d'un murmure qu'il aurait entendu venant du chapeau magique? Ce ne serait pas juste du tout. Je commence à comprendre pourquoi le chapeau magique vous a proposé Poufsouffle, dit le professeur McGonagall. Elle le regardait avec un étrange respect. Harry avala de travers. Il avait honnêtement pensé qu'il n'était pas bon assez pour Poufsouffle, que le chapeau magique avait juste essayé de le fourrer n'importe où, sauf à Serdaigle, même dans une maison dont il ne possédait pas les vertus. Le professeur McGonagall souriait à présent. Et si j'essayais de vous donner 10 points? Allez-vous expliquer aux autres d'où viennent ces 10 points, si quelqu'un pose la question? Il pourrait y avoir beaucoup de serpentards, je ne parle pas seulement des élèves à Poudlard, qui seraient vraiment, vraiment très en colère s'ils apprenaient que le sort a été retiré du chapeau, et s'ils découvraient qui est mêlé à cela. Donc, je pense que la meilleure preuve de bravoure, ce serait le secret absolu. Pas besoin de me remercier, dame. Une bonne action et sa propre récompense. Je m'étais visiblement trompé sur votre compte, monsieur Potter. Qu'il en soit donc ainsi, dit le professeur McGonagall. J'aurais tout de même quelque chose pour vous, quelque chose de très spécial. Attendez un instant, s'il vous plaît. Elle se leva, alla jusqu'à la mystérieuse porte fermée par les nombreuses serrures, et agita sa baguette. Une espèce de voile flou surgit autour d'elle.
Harry ne pouvait ni voir ni entendre ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, le flou avait disparu et le professeur McGonagall se tenait face à lui avec la porte derrière elle qui semblait n'avoir jamais été ouverte. Et le professeur McGonagall tenait en main un collier. Une fine chaîne en or portant en son centre un cercle d'argent qui était l'armature d'un sablier. Dans son autre main se trouvait une brochure pliée. « C'est pour vous, dit-elle. Waouh! Il allait avoir une espèce de super objet magique comme récompense pour sa quête. Apparemment, le truc de refuser les pièces d'or jusqu'à finalement obtenir un objet magique marchait aussi dans la vraie vie, pas seulement dans les jeux vidéo. Harry accepta son nouveau collier en souriant. « Qu'est-ce que c'est » Le professeur McGonagall inspira. « Monsieur Potter, c'est un objet qui est habituellement prêté uniquement aux enfants qui se sont montrés hautement responsables, afin de les aider à se dépêtrer de leurs complexes horaires de cours. » McGonagall hésita, comme si elle allait ajouter quelque chose. « Je dois insister, monsieur Potter, sur le fait que la véritable nature de cet objet est secrète, et que vous ne devez pas en parler aux autres, ou les laisser voir que vous l'utilisez. Si vous jugez que cela n'est pas acceptable, alors vous pouvez me le rendre maintenant. »« Je sais garder des secrets, » dit Harry. « Alors, qu'est-ce que ça fait ?»« Du point de vue des autres élèves, ceci sera un portillon tournant qui est utilisé pour traiter une maladie magique rare et non contagieuse nommée duplication spontanée. Vous le portez sous vos vêtements et, bien que vous n'ayez aucune raison de le montrer à qui que ce soit, vous n'avez pas non plus raison de le traiter comme un secret honteux. Les portillons tournants n'ont aucun intérêt. Comprenez-vous bien, monsieur Potter ?» Harry hocha la tête, son sourire devenant plus large. Il voyait là le travail d'un serpentard compétent. « Et quel est son véritable effet ?»« C'est un retourneur de temps. Chaque tour de sablier vous renvoie 1 heure en arrière dans le temps. Donc, si vous l'utilisez pour reculer de 2 heures chaque jour, vous devriez pouvoir aller vous coucher tous les jours à la même heure. » La suspension consentie d'incrédulité de Harry explosa en morceaux. « Vous me donnez une machine à remonter dans le temps pour traiter mes troubles de sommeil ? Vous me donnez une machine à remonter le temps pour traiter mes troubles de sommeil ? Vous me donnez une machine à remonter le temps dans le but de traiter mes troubles de sommeil ? » dit la bouche de Harry. Il tenait maintenant le collier loin de lui, comme s'il tenait une tech nucléaire amorcée plutôt qu'une machine temporelle. Et ça ne commençait même pas à exprimer la sévérité de la situation. Harry tenait le collier loin de lui, comme si c'était une machine à remonter le temps. Dites-moi, professeur McGonagall, saviez-vous que la matière normale voyageant à rebrousse-temps ressemble comme 2 gouttes d'eau à de l'antimatière ? Et oui, c'est le cas. Saviez-vous qu'un kilogramme d'antimatière entre en contact avec un kilogramme de matière s'annihilera dans une explosion équivalente à 43 millions de tonnes de dynamite ? Vous rendez compte que je pèse moi-même 41 kilogrammes et que le souffle produit laisserait un cratère géant là où se trouvait l'Écosse ? Excusez-moi, parvint à dire Harry, mais ça a l'air vraiment dangereux. La voix de Harry ne devint pas tout à fait un hurlement. Il lui aurait été absolument impossible de crier assez pour rendre justice à la situation, alors ça ne valait même pas la peine d'essayer. Le professeur McGonagall l'observa avec une affection pleine de tolérance. « Je suis heureux que vous preniez cela sérieusement, monsieur Potter, mais les retournants de temps ne sont pas si dangereux que ça. Autrement, nous n'en donnerions pas aux enfants. » « Vraiment, dit Harry. Et bien sûr, vous ne donneriez pas de machine à remonter le temps aux enfants si c'était dangereux. Mais à quoi pouvais-je donc bien penser ? Donc, juste que tout soit bien clair, éternuer sur cet engin ne va pas me renvoyer dans le Moyen-Âge où je roulerais sur Gutenberg avec une calèche, empêchant ainsi le siècle des Lumières d'avoir lieu. Parce que, vous voyez, je déteste quand ce genre de choses se produit. Les lèvres de McGonagall se tordaient comme elle le faisait lorsqu'elle essayait de ne pas sourire. Elle offrit à Harry la brochure, mais Harry tenait précautionneusement le collier de ses 2 mains et le gardait à l'œil pour s'assurer qu'il n'était pas sur le point de tourner. « Ne vous en faites pas, » dit McGonagall après une courte pause, une fois qu'il fut devenu clair que Harry ne comptait pas bouger. « Il est impossible que cela arrive, monsieur Potter. Le retourneur de temps ne peut être utilisé pour revenir plus de 6 heures en arrière. Il ne peut être utilisé plus de 6 fois par jour. »
Oh, bien, oui, c'est très bien. Et si quelqu'un me bouscule, le retourneur de temps ne risque pas de se casser et n'enfermera pas le château de Poudlard et ses occupements dans une boucle infinie de jeudi? Eh bien, ils peuvent être fragiles, dit McGonagall. J'ai entendu dire que d'étranges choses se passaient s'ils sont cassés, mais rien de tel. Euh, Peut-être, dit Harry lorsqu'il parvint à nouveau à parler, que vous devriez poser une sorte de coque protectrice à vos machines à remonter le temps, plutôt que de laisser le verre exploser, histoire d'empêcher que ce genre de choses n'arrive. McGonagall semblait sonner. C'est une excellente idée. J'en informerai le ministère. Ça y est, c'est officiel. Maintenant, ils ont ratifié au Parlement. Tous les habitants du monde magique sont complètement stupides. Et je déteste de devenir tout d'un coup très philosophique. Harry essaya désespérément d'abaisser sa voix en dessous du hurlement, mais personne n'a-t-il jamais pensé aux implications qu'il y a à revenir 6 heures en arrière et à faire quelque chose qui change le temps, ce qui en gros effacerait toutes les personnes infectées et les remplacerait par des versions différentes? Oh, vous ne pouvez pas changer le cours du temps, l'interrompit le professeur McGonagall. Grand Dieu, monsieur Potter, pensez-vous que nous autoriserions les étudiants à les utiliser si une chose pareille était possible? Et si quelqu'un essayait de changer les résultats de ses examens? Harry prit son temps pour absorber cela. Ses mains relâchèrent juste à temps un peu de leur poigne sur la chaîne du sablier, comme s'il ne tenait pas une machine à remonter dans le temps, juste une tête nucléaire amorcée. Donc, dit lentement Harry, on remarque que l'univers se trouve être cohérent d'une façon ou d'une autre, même si le voyage temporel y est possible. Si moi et mon moi du futur interagissent, alors je verrai la même chose dans les 2 mois, bien que lors de mon premier passage, mon futur moi agisse en sachant déjà parfaitement tout ce qui, de mon point de vue, n'a pas encore eu lieu. La voix de Harry resta en suspens face aux lacunes de la langue anglaise. Oui, c'est correct, je pense, dit le professeur McGonagall, bien que l'on conseille en effet aux sorciers d'éviter d'être vus par leur soi passé. Si par exemple vous assistiez à 2 cours en même temps et que vous deviez vous croiser, la première version devrait se mettre sur le côté et fermer les yeux à un moment choisi. Vous avez déjà une montre, c'est très bien, ainsi que le futur vous puisse passer. Tout est là dans la brochure. Et que se passe-t-il quand quelqu'un ignore ce conseil? Le professeur McGonagall se pinça les lèvres. J'ai cru comprendre que cela pouvait être assez déroutant. Et disons, ça ne risque pas de créer un paradoxe qui détruit l'univers? Elle sourit avec tolérance. Monsieur Potter, je pense que je me souviendrais en avoir entendu parler, si ce genre de choses avait déjà eu lieu. Ce n'est pas rassurant. Aucun de vous n'a donc jamais entendu parler du biais anthropique? Et qui est l'inconscient qui a inventé ces choses? Le professeur McGonagall riait franchement. C'était un son heureux et agréable, qui ne semblait pas avoir sa place sur ce visage dur. Vous vivez un de ces... Vous venez de vous changer en chat, n'est-ce pas, monsieur Potter? Oh, vous n'avez probablement pas envie de l'entendre, mais c'est délicieusement attachant. Se changer en chat? Excusez-moi, professeur, mais la métamorphose n'est qu'une bagatelle comparée à ça. Jusque-là, j'essayais d'éviter de penser à la possibilité que mon univers tout entier ne soit qu'une simulation informatique, comme dans le roman Simulacron 3. Mais ça ne peut même pas être le cas, parce que votre retourneur de temps défie même la calculabilité par une machine de Turing. Une machine de Turing pourrait simuler un revenir à un moment défini du passé et calculer un futur différent à partir de ce point. Une machine avec un oracle pourrait prendre en compte le comportement d'arrêt des machines d'ordre inférieur. Mais ce que vous décrivez est une réalité qui, d'une façon ou d'une autre, parviendrait à se calculer de façon cohérente en une seule fois en utilisant des informations qui n'ont pas encore eu lieu. La compréhension frappa Harry d'un coup de massue. Tout concordait à présent, ça avait enfin un sens. Alors, c'est comme ça que l'hilarité fonctionne. Bien sûr. Le sort ne force pas les choses amusantes à avoir lieu, il provoque juste l'impulsion de boire avant que les choses amusantes aient lieu. Ce n'est pas l'hilarité qui crée le comique, c'est le comique qui pousse à boire l'hilarité. J'aurais dû m'en rendre compte quand j'ai ressenti le besoin de boire de l'hilarité une 2e fois pour le discours de Dumbledore et que je n'en ai pas bu, et puis je me suis ensuite étranglé avec ma propre salive. Boire de l'hilarité ne crée pas le comique, c'est le comique qui vous pousse à boire de l'hilarité.
J'ai vu que deux événements étaient corrélés et j'ai présumé que l'hilarité devait être la cause et que la comédie devait être l'effet, parce que je pensais que l'ordre temporel restreignait le lien de causalité et que les graphes de causalité ne pouvaient être qu'acycliques. Mais tout concorde si on dessine les flèches causales comme allant en arrière dans le temps. La compréhension frappa Harry d'un second coup de massue. Il parvint à rester discret cette fois-ci, ne fit qu'un petit bruit étranglé, comme aurait fait un bébé chat mourant, tandis qu'il comprenait qui avait déposé la note sur son lit ce matin. Les yeux du professeur McGonagall brillaient. Après votre diplôme, ou peut-être même avant, vous devrez enseigner quelques-unes de ces théories moldues à Poudlard, monsieur Potter. Elles ont l'air véritablement fascinantes, même si elles sont toutes complètement fausses. Le professeur McGonagall lui offrit quelques plaisanteries de plus et lui demanda de faire quelques promesses supplémentaires, ce qu'il accepta de faire. Elle dit quelque chose concernant le fait qu'il ne devait pas parler au serpent quand on pouvait l'entendre, lui rappela de lire la brochure, puis, sans qu'il puisse se souvenir comment, Harry se retrouva hors de son bureau, avec la porte solidement fermée derrière lui. « Grrrr » dit Harry. Oui, il était estomaqué. Particulièrement par le fait que, sans le jeu, ou plutôt la farce, il aurait très bien pu ne jamais obtenir le retourneur de temps. Ou peut-être que le professeur McGonagall le lui aurait donné malgré tout quand il se serait décidé à venir l'interroger sur son trouble du sommeil ou à lui parler du message du chapeau magique. Il aurait alors désiré se faire une blague à lui-même et ce qui l'aurait conduit à obtenir le retourneur de temps plus tôt. Et donc, la seule possibilité cohérente était celle dans laquelle la farce commençait avant même qu'il ne se réveille. Harry se retrouva à envisager pour la première fois de sa vie que la réponse à sa question pouvait peut-être être inconcevable, que puisque son cerveau contenait des neurones qui allaient uniquement en avant dans le temps, il n'y avait rien que son cerveau puisse faire, aucune opération qu'il puisse effectuer qui reproduirait le comportement et le fonctionnement du retourneur de temps. Jusqu'à ce moment, Harry avait vécu en suivant la maxime de E.T. James, selon laquelle, si vous étiez ignorant au sujet d'un phénomène particulier, c'était une déclaration qui concernait votre état d'esprit et pas une déclaration qui concernait le phénomène en lui-même. L'incertitude est en vous, elle n'est pas inhérente au phénomène. L'ignorance existe dans votre esprit, pas dans la réalité. De la même façon qu'une région laissée vide sur une carte géographique ne signifie pas que le territoire correspondant est vide, seulement inexploré. Il y avait des problèmes qui pouvaient sembler mystérieux, mais solutions mystérieuses étaient des termes contradictoires. Un phénomène pouvait être mystérieux pour une personne en particulier, mais il ne pouvait pas y avoir de phénomène mystérieux en soi. Vénérer un mystère sacré, c'était vénérer sa propre ignorance. Ainsi, Harry avait-il regardé la magie droit dans les yeux et avait-il refusé d'être intimidé? Les gens qui apprenaient la chimie, l'astrologie ou la biologie oubliaient généralement qu'ils avaient également appris l'histoire. Ils se comportaient comme si les domaines scientifiques avaient toujours été au cœur de la science et qu'ils n'avaient jamais été mystérieux. Les étoiles avaient un jour été des mystères. Lord Kelvin du zéro absolu avait dit un jour que la nature, la vie, la biologie, la réponse des muscles à la volonté humaine, la transformation des graines en arbres, que c'étaient des mystères infiniment au-delà de la portée de la science. Pas juste au-delà, notez bien, mais infiniment au-delà. En matière d'ignorance, Lord Kelvin prenait visiblement à cœur de ne pas faire les choses à moitié. Chaque mystère jamais résolu avait commencé par être un casse-tête, et ça depuis l'aube de l'humanité jusqu'au moment où quelqu'un l'avait résolu. Mais maintenant, pour la première fois, il faisait face à la perspective d'un mystère qui menaçait d'être permanent. Si le temps ne fonctionnait pas selon des réseaux de causalité acycliques, alors Harry ne comprenait pas ce que cause et effet voulaient dire. Et si Harry ne comprenait pas les causes et les effets, alors il ne comprenait pas de quoi la réalité pouvait bien être composée. Et il était entièrement possible que son cerveau humain ne puisse jamais le comprendre parce que son cerveau était fait de neurones démodés fonctionnant en temps linéaire, qui s'était avéré n'être qu'un sous-ensemble appauvri de la réalité. Bon, le bon côté des choses, c'était que l'hilarité
qui avait semblé auparavant tout puissant et tout à fait incroyable, s'était révélé beaucoup plus simple à expliquer, ce que Harry avait simplement raté, parce que la vérité était totalement hors de son champ d'hypothèse, et de tout ce que son cerveau, par son évolution, aurait pu être amené à comprendre. Mais maintenant, il avait vraiment compris, enfin probablement, ce qui était relativement encourageant, enfin plus ou moins. Harry jeta un coup d'œil à sa montre. Il était presque 11 heures. Il était allé se coucher la nuit dernière à 1 heure. Donc il devait normalement aller se coucher à 3 heures. Donc pour aller se coucher à 10 heures et se réveiller à 7 heures, il devait revenir 5 heures en arrière. Ce qui voulait dire que s'il voulait revenir à son dortoir aux alentours de 6 heures avant que quiconque ne soit réveillé, il ferait mieux se dépêcher. Et même rétrospectivement, Harry ne comprenait pas comment il était parvenu à accomplir la moitié des choses nécessaires à la réalisation de la farce. D'où était venue la tarte? Harry commençait à avoir vraiment peur du voyage dans le temps. D'un autre côté, il était forcé d'admettre que ça avait été une opportunité unique, irremplaçable, une farce que vous pouviez vous faire à vous-même une seule fois dans votre vie, 6 heures avant d'apprendre l'existence des retourneurs de temps. C'était, en fait, encore plus déroutant maintenant qu'il y pensait. Le temps lui avait présenté la farce comme un fait accompli, mais c'était clairement lui qui avait été à l'œuvre. Le concept, l'exécution, le style d'écriture, chaque détail, même ceux qui ne comprenaient pas encore, portait sa trace. Mais bon, le temps file, il n'y a que 30 heures dans une journée, se dit Harry, et il y a encore bien des choses à faire. Il trouverait bien le moyen de faire le reste, comme la tarte, en cours de route. Pas la peine de s'attarder davantage. Il n'arriverait à rien de bon s'il restait coincé ici dans le futur. 5 heures plus tôt, Harry se glissa dans son dortoir, sa cape glissée par-dessus sa tête en guise de déguisement de fortune, juste au cas où quelqu'un serait déjà debout et risquerait de le voir en même temps que Harry numéro 1 allongé sur son lit. Il ne voulait pas avoir à expliquer déjà à qui que ce soit son petit problème médical de duplication spontanée. Heureusement, tout le monde semblait encore endormi. Et il semblait aussi y avoir une boîte emballée dans du papier rouge et vert avec un ruban doré et brillant posée sur le côté du lit. L'image parfaite, stéréotype d'un cadeau de Noël, bien que ce ne soit pas encore Noël. Harry se glissa jusqu'à la boîte aussi doucement qu'il le pouvait, juste au cas où quelqu'un aurait mis son sourdineur au minimum. Il y avait une enveloppe attachée à la boîte, scellée par de la cire blanche, sans qu'il n'y ait de sceau dessus. Harry ouvrit l'enveloppe avec précaution et prit la lettre qui s'y trouvait. La lettre disait « Ceci est la cape d'invisibilité d'Ignotus Peverell, transmise à ses descendants les Potter. Elle est plus puissante que toutes les autres capes et sortilèges d'invisibilité, car elle a le pouvoir de vous garder véritablement caché. Votre père me l'avait prêtée pour me permettre de l'étudier peu avant sa mort, et je confesse en avoir fait grand usage durant ces dernières années. J'ai peur qu'à l'avenir, je doive me contenter d'un sortilège de désillusion. Il est temps que la cape soit rendue à vous, son légataire. J'avais pensé vous l'offrir comme cadeau de Noël, mais elle souhaitait visiblement revenir entre vos mains avant cela. Il semblerait qu'elle s'attende à ce que vous en ayez besoin. Faites-en donc bon usage. Vous pensez sans doute à toutes sortes de farces formidables, semblables à celles que votre père a commises en son temps. Si tous ces méfaits étaient connus, toutes les femmes de Gryffondor se réuniraient pour profaner sa tombe. Je n'essayerai pas d'empêcher l'histoire de se répéter, mais veillez à tout prix à ne pas vous faire prendre. Si Dumbledore devait découvrir qu'il a une des reliques de la mort à portée de sa main, il ne vous la rendrait qu'à son dernier soupir. Un très joyeux Noël, mais la note n'était pas signée. Attendez, dit Harry, s'arrêtant net alors que les autres garçons s'apprêtaient à quitter le dortoir des Serres d'Aigle. Désolé, il y a quelque chose d'autre dans ma malle dont j'ai besoin. Je vous rejoins pour le petit déjeuner dans quelques minutes. Terry Boot jeta un mauvais regard à Harry. Gare à toi si tu touches à nos affaires. Harry leva une main. Je jure solennellement que mes intentions sont honnêtes. Je ne toucherai à rien qui ne soit à moi. Il n'y aura aucune farce ni rien de douteux à craindre de ma part. Je ne compte accéder à vos affaires en aucune façon, et je ne m'attends pas à voir ces intentions changer
d'ici à ce que j'arrive à la grande salle pour le petit déjeuner. Terry fronça les sourcils. Attends, est-ce que... Ne t'inquiète pas, dit Pénélope d'eau claire qui était là pour les guider. Il n'y avait pas de faille. Bien dit, Potter. Tu devrais peut-être être avocat. Harry Potter cligna les yeux. Ah oui, la préfète de Serdaigle. Merci, dit-il. Enfin, je crois. Quand tu essayeras de trouver la grande salle, tu te perdras. Pénélope annonçait cela sur le ton qu'on utilise pour les évidences incontestables. Dès que cela t'arrive, demande à un portrait comment te rendre au rez-de-chaussée. Parle à un autre portrait dès l'instant où tu penses t'être à nouveau perdu, en particulier s'il te semble que tu vas de plus en plus haut. Si tu es si haut que le plafond du château devrait être en dessous de toi, arrête-toi et attends les équipes de recherche. Sinon, nous ne te reverrons que dans 3 mois, tu auras vieilli de 2 ans, tu seras habillé d'un pagne et couvert de neige. Et ça, c'est si tu restes dans le château. Compris, dit Harry, en avalant difficilement sa salive. Peut-être est-ce que vous devriez dire ce genre de choses aux élèves dès le début? Pénélope soupira. Quoi? Toutes ces choses? Ça prendrait des semaines. Tu l'apprendras au fur et à mesure. Et elle se tourna pour partir, suivie par les autres élèves. Si je ne te vois pas dans 10 minutes pour le petit déjeuner, Potter, je commencerai les recherches. Dès que tout le monde fut parti, Harry accrocha la note à son lit. Il l'avait déjà écrite, ainsi que toutes les autres, travaillant dans le niveau caverne avant le réveil des autres. Puis il entra précautionneusement dans le champ d'action du sourdineur et retira la cape d'invisibilité du corps endormi de Harry numéro 1. Par pure espièglerie, Harry mit la cape d'invisibilité dans la bourse de Harry numéro 1, sachant qu'elle serait du coup déjà dans la sienne. Je vois bien que le message est destiné à Cornélion Flebevart, dit le tableau d'un homme à l'air aristocratique, mais doté d'un nez à vrai dire parfaitement normal. Mais puis-je connaître son origine? Harry haussa les épaules avec une impuissance rusée. On m'a dit que le message venait d'une voix caverneuse qui émanait d'un trou dans l'air lui-même. Un trou qui s'ouvrait sur une abysse flamboyante. Hé dit Hermione avec indignation depuis sa place à l'au bout de la table de petit déjeuner. C'est le dessert de tout le monde. Tu ne peux pas prendre une tarte entière et la mettre dans ta bourse. Ah, je ne prends pas une tarte, j'en prends 2. Désolé tout le monde, je dois y aller. Harry ignora les cris d'outrage et quitta la grande salle. Il avait besoin d'arriver en botanique un peu en avance. Le professeur Chourave regarda Harry avec sévérité. Comment savez-vous ce que les Serpentards vont faire? Ah, je ne peux pas nommer mes sources, dit Harry. En fait, je vais devoir vous demander de prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Faites simplement comme si vous les croisiez naturellement pendant que vous allez quelque part, ou quelque chose de ce genre. J'irai en avance dès que le cours de botanique sera terminé. Je pense que je pourrai distraire les Serpentards jusqu'à ce que vous arriviez. Il n'est pas simple de m'effrayer ni de me malmener. Je ne pense pas qu'ils oseront vraiment faire de mal aux survivants. Cela dit, je ne vous demande pas de courir dans les corridors, mais j'apprécierais si vous ne perdiez pas de temps en chemin. Le professeur Chourave le regarda pendant un long moment, puis son expression s'adoucit. Faites attention à vous, Harry Potter. Et merci. Soyez sûr de ne pas être en retard, dit Harry. Et souvenez-vous, quand vous arriverez sur les lieux, vous ne vous attendiez pas à me voir et cette conversation n'a jamais eu lieu. C'était horrible de se voir tirer Neville hors du cercle de Serpentard. Neville avait raison, il avait utilisé beaucoup trop de force. Bonjour, dit Harry Potter froidement. Je suis le survivant. 8 garçons, en première année, tous à peu près de la même taille. L'un d'eux avait une cicatrice sur le front et ne se comportait pas comme les autres. Oh, un pouvoir nous donnerait-il, le pouvoir de nous voir comme les autres nous voient. De quelles erreurs cela nous libérerait-il, et de quelles idées imbéciles. Le professeur McGonagall avait raison. Le chapeau magique avait raison. C'était clair une fois qu'on le voyait de l'extérieur. Il y avait quelque chose qui clochait chez Harry Potter.